Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dimanche 25 novembre 2018, dans un mois, juste le monde va célébrer Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Noël, c'est la fête de la Nativité. Elle sera de nouveau observée aux quatre coins du monde, y compris en Sibérie, territoire russe bien entendu, très éloigné du Togo. Mais il y a cette question, des Sibériens viendront-ils voter le 20 décembre au Togo à la veille des fêtes de fin d'année? Les mauvaises langues disent oui, puisque cette semaine, on a appris que pour certains opérateurs de saisie employés dans le cadre du dernier recensement électoral, un tenancier ou un gérant de cybercafé est un Sibérien. Mais concrètement, qui seront au final les vrais électeurs lors des prochaines législatives? Cette semaine, le président de la CENI a donné quelques indications. Un peu plus de 3 millions de personnes en attendant l'étape de la correction. 12 partis ont déposé les dossiers et un peu plus de 800 personnes veulent occuper les 91 sièges de l'Assemblée nationale. Ces sièges sont tous neufs puisqu'ils ont été mis en service il y a juste quelques mois. Le temps du bail étant fini, le processus de renouvellement est en cours, mais c'est un processus qui souffre. Il souffre notamment des calculs politiques. Les quelques calculs sont constamment renforcés par des critiques de la C14. Le train est en marche. Voilà aussi l'autre image envoyée par le pouvoir. La locomotive est sur les rails. Ces derniers jours, les nouveaux ingrédients, mieux le carburant nécessaire pour atteindre sereinement la gare n'ont pas été très suffisants dans les réservoirs. D'où les nombreuses questions qui alimentent les conversations et autres échanges à Lomé notamment. Le pouvoir a-t-il en réserve du carburant en quantité? L'opposition C14 ne va-t-elle pas regretter son entêtement à monter dans les wagons? Ils sont dans la récidive, comme dirait un observateur. C'est le même constat à propos des prélats du Togo. La conférence des évêques du Togo écrit à nouveau à la classe politique. Elle fait son constat, examine et prescrit des démarches. Les réformes sont à nouveau sur le tapis. Les législatives sans ces réformes n'ont pas de soutien. Pourquoi ces hommes de Dieu s'ingèrent-ils tant dans le débat public au Togo? Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, dit l'Évangile. Le monde ouest africain tient-il toujours à cette lumière? La résolution de la crise au Togo ne sera-t-elle pas plutôt un crédit supplémentaire à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest? De l'Afrique de l'Ouest et du Togo, le député Jean Kissi a répondu favorablement à notre invitation. Il est le secrétaire général du Comité d'action pour le renouveau, également membre de la C14. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et 70 43 09 70. Le technicien du jour est Vincent Lasboga Koudoyor. Jean Kissi, bonjour. Bonjour Pierrot et bonjour à votre direction, à tous vos collaborateurs et aux auditrices et auditeurs de votre belle radio. Comment vous allez? Oh, je vais très bien. Je voudrais profiter de l'occasion pour envoyer mon bonjour à tous nos concitoyens et à leur dire qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance et que tout le monde n'a qu'à rester debout. Et la victoire est au bout du combat. Je ne sais pas si cette espérance-là, on peut la lire dans votre regard, puisque je vous sens un peu pâle là, je ne sais pas. Non, c'est pas de la tristesse? Non, je suis plein de gaieté. Non, je ne peux pas venir dans un studio radio et commencer par sauter comme si j'étais au stade. Et surtout que les stades ne font plus le bonheur du Togo avec le dernier match. Donc, je ne vais pas avoir une attitude de stade. Non, je suis plein de gaieté et plein de confiance, tout à fait. Quand on parle de gaieté aussi, vers la fin de l'année, c'est les fêtes. Et on sait très bien que bientôt, ça va être Noël. Dans un mois, jour pour jour, nous serons à Noël. Est-ce que vous avez commencé par penser justement aux fêtes de fin d'année, aux enfants notamment? Pierrot, est-ce que Noël existe encore pour les Togolais? Soyons sincères. Noël existe. La dernière fois que moi j'ai vécu Noël dans ce pays, Noël à la lumière et à l'exemple de ce qu'on avait connu, nous, quand on était sur les bancs d'école, quand on était sur les bancs de collège. La dernière que j'avais vécue, je crois que c'était Noël 2006. Où les gens avaient fêté, il y avait de la lumière partout, tous les magasins, etc. et tout.
C'était dans la période du gouvernement de transition, effectivement. C'était la dernière fois. Et puis, après, toutes les années qui ont suivi, on a l'impression que le pays a sombré. Les gens se sont demandé, mais est-ce que c'est fini? Et c'est dans ça qu'on est jusqu'à aujourd'hui. Voilà. L'année dernière, déjà, c'était le même scénario. Il y a eu des menaces, même sur la possibilité ou avec des possibilités de marcher le jour de la fête ou à la veille. Oui. C'est un peu comme si c'est devenu une tradition. Les Togolais nous l'avaient demandé. L'année dernière, les Togolais nous l'avaient demandé. C'est en tant que responsable politique et en tant que personne réfléchie que nous avons fait en sorte que la période puisse être quand même un peu laissée aux Togolais pour vaquer à un certain nombre de choses. Mais il faut dire que quand le pays ne va pas, les gens n'ont pas la tête à la fête. Cette année encore, les informations que nous avons disent que c'est pire parce que plusieurs commerçants, compte tenu des attitudes du pouvoir et des menaces que ces gens non seulement font peser sur le pays et des menaces même qu'ils profèrent à l'endroit de la population, comme le ministre l'a fait la dernière fois, plusieurs n'ont pas commandé. Moi, je suis en contact avec des commerçants, d'autres membres de la coalition ont des relations avec des commerçants, des frères commerçants, des amis commerçants, et beaucoup disent qu'ils n'ont pas passé leurs commandes, qu'ils ont l'habitude de passer en période de septembre, en période d'octobre et de novembre, qu'ils n'ont pas fait de commandes cette année parce qu'ils ne savent pas comment la fin de l'année sera. C'est réel que l'impact au plan économique, cet impact-là, il est réel. Mais visiblement, quand on regarde tout ce qui se passe dans le Togo, notre Togo, est-ce que finalement c'est dû au personnel de la classe politique ou c'est dû à la complexité même du dossier togolais, le jeu politique au Togo, même de la conception de la politique? Est-ce que c'est tout cela qui fait que, visiblement, chaque année, on répète les mêmes choses? Non, sur le plan politique, on peut dire que les pesanteurs socioculturelles sont pesantes, hein. Elles sont complexes, comme vous le dites, mais c'est pas là le nœud du problème. C'est vrai, quand vous allez dans un certain nombre de pays, même quand les Ghanéens et les Guinéens sont rentrés dans notre situation, dans des causeries, dans les couloirs, tu entends souvent des problèmes ethniques exacerbés, instrumentalisés par les politiques. Vous entendez des problèmes de la composition de l'armée que les gens du pouvoir n'ont pas envie de faire évoluer, quand bien même, moi j'ai des informations rassurantes que notre armée est devenue républicaine. Franchement, notre armée est aujourd'hui au moins devenue républicaine dans l'intention de beaucoup de militaires et de soldats. Ceux qui continuent d'agir contre le peuple sont un certain nombre d'éléments qui sont à la solde d'un certain nombre de personnes, mais 80% de notre armée aujourd'hui, quand tu écoutes les gens, quand tu discutes, vous savez qu'ils sont dans une logique républicaine. Alors, moi je dis, le nœud du problème en fait, c'est la logique de maintien d'une dynastie au pouvoir. C'est-à-dire que la logique de M. Eyadema père et de M. Eyadema fils, c'est ça tout le problème du Togo. Tout le problème se résume à ça. Le jour où Eyadema fils dira non, je décide de libérer le Togo, je décide de dire que pour une fois, je mets en application la seule constitution que les Togolais se sont donnée, je ne vais plus m'accrocher au pouvoir, ma présence au pouvoir ne doit pas servir de ferment pour des morts des Togolais, pour des blessés. Le jour où il aura respecté vraiment sans plus jamais ça, ce jour-là, tous les problèmes du Togo seront résolus. Donc finalement, à vous écouter, ce n'est pas véritablement unir, ce n'est pas aussi luttant que ça l'armée, mais c'est fort, Nyasingbe. Oui, mais qu'est-ce que unir fait? Unir veut maintenir Fort au pouvoir. Donc le jour où Fort lui-même décidera de dire « je veux être comme les autres Togolais » et respecter la constitution togolaise, qu'est-ce que unir va dire? Qu'est-ce que l'armée fait? La partie de l'armée qui tient et qui a les moyens maintient Fort au pouvoir. Souvenez-vous que dans la nuit du 5 au 6 février 2005, ce n'est pas les Togolais qui ont donné le pouvoir à Fort. Qui lui a donné le pouvoir? C'est les militaires. Et qui lui ont fait plac, 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 comme les soldats, vous vous souvenez? Après ça, il y a eu un coup d'état constitutionnel pour confirmer ce que ce groupe de militaires a fait. Dans la même nuit, on a changé la constitution. Un ministre est de ministre devenu député. De député, il est devenu président de l'Assemblée nationale, alors que le pays avait un président de l'Assemblée nationale qui est bloqué au Bénin, et de président de l'Assemblée nationale, il est devenu président de la République, en violant la disposition de la Constitution qui dit qu'en cas de vacance du pouvoir, on ne peut changer aucune virgule.
Et puis après, qu'est-ce que nous avons vu? Il y a eu les morts, il y a eu une élection frauduleuse, un coup de force électoral pour maintenir cet homme au pouvoir. Et vous vous souvenez que ce coup de force a donné des centaines de morts. La commission douzienne a parlé de 500 ou de 800 morts. Certaines commissions des droits de l'homme ont parlé de plus de 1000 morts. La commission qu'elles-mêmes ont mise en place, la commission Kofigo, c'est-à-dire la commission qui a donné le plus bas nombre de morts, a donné combien? 150 morts. Alors, même si c'est 150 morts, même un mort dans une situation politique est de trop. Est-ce que c'est même pas, si c'est 150 est-ce que morts. c'est pas de l'histoire ancienne, tout ça? Ah, c'est de l'histoire ancienne. C'est une question que je Et pose. qu'est-ce qui se répète chaque 5 ans, 5 ans, 5 ans? C'est ça que nous voulons régler. C'est ce problème qu'est venu régler la PG. Vous vous rappelez que j'ai toujours dit que jusqu'à présent, M. Sozimna Nyasinde a payé la PG avec un chèque sans provision. Et qu'il a besoin de provisionner le chèque. S'il ne provisionne pas le chèque, chaque 5 ans, les mêmes phénomènes vont se reproduire. Si chaque 5 ans, on doit être obligé de compter des morts pour maintenir fort au pouvoir, vous ne voyez pas que c'en est trop? Et qu'il faut que le Togo aussi passe cette étape-là? Pour faire les élections, nous verrons ce qu'il va falloir faire dans les prochaines minutes. Mais nous allons revenir encore à Noël, puisque je parlais tantôt de Noël à l'entame de cette émission, qui est une fête chrétienne. Et les responsables des chrétiens, notamment les évêques, se sont de nouveau exprimés ces derniers jours et leur sortie fait beaucoup polémique. Je ne sais pas à quel niveau vous vous situez. Vous êtes pour, vous êtes contre? Mais ils sont dans leur rôle, hein. Ils sont dans leur rôle, et heureusement qu'ils assument leur rôle. Vous savez, moi j'ai un dicton que je dis depuis des années, que un religieux m'a révélé, m'a sorti à une certaine période de ma vie. C'est avant que je ne revienne de mon exil au Togo. On a discuté sur la période, le processus togolais. En ce moment, j'avais un très bon poste en Irlande. Et au moment où je réfléchissais de revenir, on a parcouru la situation. Et il me dit, dans une situation comme celle du Togo, si lui il veut le placer dans la Bible, qu'on se trouve dans Genèse. C'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, dans Genèse, la seule mission qui est confiée aux hommes de Dieu, et qui est confiée même aux hommes politiques qui croient en Dieu, c'est va dire au Pharaon de laisser sortir mon peuple d'Égypte. Alors ça veut dire que tout le monde, chacun des Togolais, doit cette mission au pays en ce moment. Va dire au Pharaon de laisser partir mon peuple d'Égypte. Je crois que les religieux catholiques sont dans ce rôle. Heureusement qu'eux, ils le jouent. Ils l'ont joué en RD Congo, et c'est grâce à ça que nous avons eu l'accord de la Saint-Sylvestre, et qu'aujourd'hui, Kabila n'est pas candidat. Je crois qu'ils sont bien dans leur rôle. Nous savons que l'État est laïque. L'État est laïque, mais les populations ne sont pas laïques. Les populations sont des fidèles. Je crois que M. Faure aussi a une religion. Et dans tout ce qu'il fait, dans son âme et conscience, il doit écouter ce que sa foi dit, ce que sa religion lui dit. Moi aussi, à mon âme et conscience, je dois l'écouter. Ce que les foi disaient, je crois que toutes les foi, que ce soit la foi chrétienne, que ce soit la foi musulmane, vous allez parcourir les sourates, vous trouverez les mêmes choses. Que ce soit la foi Alafia, elle dit la même chose. En ton nom, personne ne doit mourir. Personne ne doit mourir en ton nom. Tu ne dois garder aucun peuple en esclavage. Voilà un peu. Et c'est dans cette mission que se trouvent les religieux aujourd'hui. Ils en appellent à la conscience et à la raison des uns et des autres. Cela signifie que le message s'adresse notamment au pouvoir, mais aussi à l'ensemble de l'opposition, n'est-ce pas? Oui, nous entendons. Nous entendons. Nous disons que les politiques, celui qui est au pouvoir et ceux qui sont autour de lui, ont la mission de libérer ce peuple. Ont la mission de faire en sorte qu'il n'y ait plus de morts dans ce pays. Mais nous aussi, qui avons la responsabilité, je le disais tout à l'heure, que ce soit les évêques, que ce soit les fidèles, que ce soit, comment l'appelle-t-on, les prêtres. Quand je parle des prêtres, je ne parle pas que de l'église catholique. Hein. Quand moi je parle des pasteurs, je ne série pas, je parle de toutes les églises. Quand je parle des imams, je parle de tous les musulmans. Et quand je parle de prêtres, je parle et des prêtres de l'église et des prêtres vaudous, hein, qui
toute la mission qu'ils ont, je l'ai cité tout à l'heure, c'est cette mission qui est dans l'Exode et qui dit, va dire au Pharaon de faire sortir mon peuple d'Égypte. Nous tous, nous devons l'assumer. Nous devons l'assumer en continuant le combat, mais nous devons l'assumer aussi en guettant au niveau du pouvoir tous les gestes qui permettent de se retrouver autour d'un compromis. C'est ça aussi la responsabilité d'un politique. Quand nous allons dans la rue, les militants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le bas peut faire tout ce qu'il veut. Mais à partir du moment où moi je suis député, je suis secrétaire général d'un parti, il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas dire. Il y a un certain nombre de messages des populations que je ne peux pas dire. Et en même temps que je suis dans le combat, je dois surveiller toute m'étendue qui vient du pouvoir en place. Et je dois surveiller tout message qui vient des prêtres, qui vient des pasteurs et qui nous disent que faites attention à ceci, faites attention à ceci, n'oubliez pas ceci, n'oubliez pas cela. Je crois que chacun doit remplir sa mission. Et aussi les gens du pouvoir. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle lettre des évêques va être suffisamment prise en compte et entendue, notamment les thèmes, je parle des thèmes, par l'ensemble de la classe politique? Je pense que ce message va très loin. Ce message est allé vraiment loin, hein, et il révèle tout. En fait, vous lisez, tout est dedans. Je crois qu'il faut avoir le cœur très serré, bouché, proche du diable, pour ne prendre en compte aucune chose dans ce qui est dit. Parce que tout le monde se retrouve dedans. Tout le monde en a pour lui. Nous, les opposants, les organisations de la société civile, le pouvoir en place, le président lui-même, toute personne qui s'est écoutée se retrouve dedans. En réalité, si tout le monde est tout simplement disposé à lire, nous irons de l'avant. Mais je considère que les réactions qui viennent d'un certain nombre de côtés sont dommages. Et je ne sais pas s'ils sont prêts vraiment à écouter ce message-là. Certains vont jusqu'à dire que les prêtres n'ont qu'à jouer leur rôle. Alors, quand on va choisir Monseigneur Bariga pour venir diriger la CVJR, pour mettre en place le H-Crown, etc., on ne sait pas que les religieux doivent aller jouer leur rôle. C'est quand aujourd'hui on leur dit ce qu'on leur dit de faire à l'endroit du peuple de Dieu, c'est là où ils veulent dire aux prêtres d'aller. Mais ces gens-là ont vraiment la mémoire sérieux. Hein. Ces gens ont la mémoire sérieux. Moi, je constate un certain nombre de choses. C'est grave. Quand la CEDEAO dit qu'il faut organiser les élections le 20 décembre, ils disent que c'est bien, bravo, la CEDEAO a le droit de nous dire, c'est l'organisation supranationale. En oubliant que c'est des tâches qu'on doit faire jusqu'au 20 décembre. Ils ne font même pas ces tâches-là. Et puis quand la CEDEAO dit maintenant, voilà l'avant-projet de constitution que nous vous proposons, ils disent pourquoi la CEDEAO doit venir nous imposer. Nous avons vraiment la mémoire sérieuse. Nous parlerons de ça dans un instant. Revenons encore à cette lettre de la conférence des évêques du Togo. Quelque part, on peut lire ceci, pour des élections libres, transparentes, crédibles, il faut le respect des engagements de la parole donnée, de la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce passage, sans doute, rejoint quelque part les demandes que vous faites depuis quelques années ou quelques mois maintenant. Est-ce que cela vous réconforte ou pas? Oui, moi je considère, au-delà du réconfort, je considère que tout ce qui est dit par des prêtres, par des hommes religieux, par des hommes de sagesse et même des philosophes, je considère que ça doit nous amener à la réflexion. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation et des événements comme ça tombent, vous devez le prendre et réfléchir profondément. Et quand vous réfléchissez profondément, vous devez savoir avancer. Vous savez, moi, je ne prends pas ce message des évêques comme un trophée. Mais ce message me dit que nous devons, au sein de l'opposition, travailler ensemble, encore, avec profondeur, créer des passerelles, créer des couloirs pour pouvoir essayer de ramener le pouvoir à trouver un compromis pour ce pays. C'est ça, c'est-à-dire que l'objectif, le but, le destin auquel nous devons aboutir, c'est avoir un grand compromis qui permet de rassurer tout ce pays. Si je suis dans la logique de la victoire d'un camp sur l'autre, si je suis dans la logique de la victoire d'un parti sur l'autre, c'est là où je dois prendre les éléments qui viennent et qui relèvent les éléments d'objection sur certaines personnes comme un trophée de guerre. Mais si je suis dans la dynamique de construire une nation dans laquelle il y a un grand compromis, comme ils l'ont fait en Afrique du Sud, qui ramène tous les Togolais au centre, qui fait profiter à tous les Togolais de toutes les richesses du pays, il n'y a rien que je dois prendre comme un trophée, mais tout doit servir d'objet de réflexion pour nous. Quand on parle de compromis, c'est un thème qui revient souvent dans le débat politique togolais. Plusieurs acteurs au niveau du pouvoir en appellent justement à ce compromis politique. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous mettez dedans? Non, quand je parle
d'un grand compromis. Moi, je parle même d'un grand compromis, parce que telle que la situation du Togo se trouve aujourd'hui, il faut un grand compromis. Et quand je parle de grand compromis, je prends des situations, je prends des exemples, comme par exemple ce que Frédéric de Klerk et Nelson Mandela ont fait. Leur grand compromis, c'est de dire, nous avons une longue période de transition pendant laquelle les gens de Nelson Mandela, de l'ANC, gouvernent une partie avec Frédéric de Klerk qui permet de changer le pouvoir, mais que quand Nelson Mandela aussi va venir, les gens, les Blancs aussi vont gouverner avec lui pendant une période avant qu'on rentre dans l'alternance classique. Voilà. Le même compromis politique a été fait entre, je me souviens, Ishaq Rabin ou Shamir, entre les deux, et Yasser Arafat. Je ne sais plus, je confonds ces noms. Si ce n'est pas Shamir, c'est Rabin, celui qui a été tué. Et s'il n'avait pas été assassiné juste après l'accord, le problème palestinien qui gangrène le monde aujourd'hui n'aurait pas accepté. La dernière fois, pour passer d'un système dictatorial à donner le pouvoir à Abiy Ahmed en Éthiopie, il a fallu un de ces compromis. Le compromis que nous devons trouver au Togo doit dire quel type de réforme, quel type de régime, quel type de réforme, de limitation dans la Constitution devons-nous respecter pour qu'il puisse avoir l'alternance pacifique au Togo, mais que tout en ayant l'alternance pacifique, que chacun puisse profiter encore des richesses de ce pays. C'est-à-dire que même ceux qu'on a gagnés, ils doivent avoir droit à l'administration et aux institutions du pays. C'est normal. Moi, je ne m'inscrirai jamais dans une dynamique où on change de pouvoir, où on parvient à l'alternance, et puis on fait la chasse aux sorcières, et puis on met les gens, des tenants ou les enfants des tenants de l'ancien système de côté. Je ne m'inscrirai jamais dedans. Si quelqu'un vient, même si mon parti qui vient et qui fait ça, je serai obligé de m'y opposer. Donc, il faut veiller à ce que chacun des Togolais puisse profiter de l'alternance, puisse profiter de la transition qui doit permettre d'aller vers la démocratie. Voilà pour moi le grand compromis. Le contenu, on le mettra dedans. Le type de régime, la limitation de mandat, le mode de scrutin, et puis la manière de répartir les richesses entre les localités, entre les fils de ce pays. Je crois que si vous discutez, et un jour ou l'autre, vous n'arrivez pas à discuter de ces questions-là, ceux qui sont au pouvoir n'auront pas l'assurance et les garanties peut-être pour quitter. Ils ne posent pas aujourd'hui le problème, parce qu'ils sont dans une manœuvre. Comment les amener à poser les réels problèmes, ça aussi, c'est appelé à notre intelligence. Nous sommes dans un processus pour le dégel, parce que le Togo est en crise. Mais ce que vous venez de proposer là, est-ce que cela ne ressemble pas à une forme de conférence nationale? Certains ont parlé même de constituante il n'y a pas très longtemps. Ce que vous proposez, à quoi cela peut ressembler? Non, ce que je propose là, on n'est pas obligé de rassembler 1000 personnes dans une salle. Non, le cadre du dialogue que nous avons aujourd'hui peut le réaliser. On a la C14 qui regroupe presque l'ensemble ou la quasi des parties représentatives de cette nation. Il y a le gouvernement en place, donc c'est eux les deux protagonistes de la crise. On peut trouver à travers le dialogue qui est en cours, surtout que la CEDEAO nous assiste, et qu'on veut ramener nos textes et les dispositions au niveau où tous les autres textes des autres pays sont dans la CEDEAO. Des pays de la CEDEAO, on est les seuls à ne jamais avoir connu d'alternance. On est les seuls. Alors, si on utilise ce cadre-là, on peut trouver un compromis, ce grand compromis politique, et dès que c'est la CEDEAO qui est garante de ce grand compromis politique, ça veut dire qu'on a tous les ingrédients pour que ce compromis politique soit réalisé. On peut au sein du dialogue entre la C14 et le pouvoir en place, trouver ce grand compromis. Après, naturellement, ce grand compromis doit être entériné par l'Assemblée nationale. Quand nous quittons, nous rentrons à l'Assemblée nationale. Quelques députés non inscrits, qui n'ont pas de groupe parlementaire, etc., qui sont là, ensemble, on les associe à ce compromis. Et ce compromis est adopté, il est lancé pour le Togo. Avant de venir à votre compromis, nous étions en train de scruter le message de la conférence des évêques du Togo. Et ces derniers temps, il y a un visage qui symbolise en réalité l'Église catholique dans les médias. C'est le père Marie-Pierre Chanel Lafognon. Il est de plus en plus invité dans le débat politique. Que dites-vous de cette présence de plus en plus marquée d'un homme de Dieu dans ce débat, puisque sa présence, quelque part, soulève des polémiques? Non, je crois que c'est maintenant qu'ils sont en train de marquer l'histoire. Et vous savez, j'ai déjà appelé Monseigneur Bariga. Monseigneur Bariga, moi je l'ai toujours vu comme le diplomate de l'Église catholique.
Donc, et le rôle qu'il a joué à la CVJR et tout ça marque même ce trait dans sa soutane de diplomate. Je crois que le pouvoir même l'a révélé en lui, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour jouer la médiation. Donc lui, dans tout le rôle qu'il a joué dans la situation togolaise, il a joué la médiation. Le père Pierre Afognon est venu, il joue un rôle un peu de Moïse, un peu de combattant, de quelqu'un qui révèle l'écriture et qui défend les biens et qui défend les peuples, qui défend la citoyenneté. Voilà, tout ça fait partie. Je crois qu'avant lui, des imams ont été agressés dans ce pays, ont été mis en prison. Donc je crois que ce n'est pas, même dans la récente crise que nous traversons, ce n'est pas la première fois que les religieux jouent des rôles. Nous entendons leur nom, nous les voyons traverser cette histoire récente. Je crois que c'est tout en leur honneur. On a besoin d'eux pour que l'histoire du Togo puisse changer réellement. J'apprécie, il est assez mesuré, il est assez pondéré, il est lourd, et je considère que voilà, le Togo a la chance d'avoir des gens comme ça parmi nos religieux. La crise togolaise offre chaque semaine de nouvelles séquences. Et certaines des séquences de cette semaine ont été tournées au niveau de l'Assemblée nationale et en commission. Et je ne sais pas, vous faisiez partie de ces commissions? Oui, non, je ne suis pas membre de la commission des lois, mais tous les députés ont le droit de participer aux travaux en commission. Donc quand un texte vient comme ça, et le texte est très important, il est ouvert à ce que tous les députés y aillent. Donc c'est tous les députés qui étaient présents ou qui l'ont voulu, qui étaient à la commission, je crois que c'était le mercredi dernier, si ma mémoire est... En tout cas, ce qu'on sait de l'extérieur, c'est que tout ne s'était pas passé comme les Togolais l'auraient voulu. Vous étiez quitté visiblement un queue de poisson, si on en croit ce qui a été dit ici et là. Racontez-nous ce qui s'est passé. En fait, ok. Nous avions à étudier un texte. Moi, je vous ai dit que c'était ce matin-là que j'étais allé. C'était ce matin-là que dans une chemise jaune, on est venu me donner le texte qu'on devait étudier. Alors, je crois que d'autres l'ont eu avant parce qu'il y a eu une conférence des présidents. Et après, on leur a distribué le texte. Donc, moi, j'ai eu le texte. Et en réalité, en rentrant dans la salle de commission, je n'avais fini que de lire l'exposé des motifs parce que je l'ai reçu quelques minutes avant de rentrer en salle. J'avais lu l'exposé des motifs et dans l'exposé des motifs, on relève la CEDEAO, etc. Tout ça. Donc pour moi, c'est bon. Ils ont pris la CEDEAO en compte dans leur texte. Puisque dans l'exposé des motifs, il y a la CEDEAO qui est citée plusieurs fois. Je croyais que c'était bon. Et on est rentré dans la salle. Alors, lorsqu'on est rentré dans la salle, ce qui m'a étonné, c'est qu'on donne la parole au ministre commissaire du gouvernement, qui était le ministre de l'administration territoriale, Paya-Doa Boukpessi, de présenter le texte. Alors, quand le ministre Paya-Doa Boukpessi nous a présenté l'exposé des motifs, il a fait suivre l'exposé des motifs d'un certain nombre de commentaires acerbes choquants. Mais c'était vraiment... Mais tu te demandes, quelqu'un qui a envie de mettre la querelle quelque part, quoi. Il prend un rapport dont il dit que c'est le rapport de la CEDEAO, donc de l'expert qu'il a fait passer par la CEDEAO, et dans ce rapport, il lit une partie qui dit que voilà ce que nous vivons aujourd'hui, et ce texte-là vient aussi des mouvements qui ont déclenché le 19 août 2019, et qui a balayé tous les autres partis, et qui a fait du PNP le parti leader de l'opposition, etc. C'est-à-dire, il est venu pour mettre la querelle, quoi. Il lit et dit, mais tu viens à l'Assemblée nationale avec un texte. Et la loi demande, et ce que nous faisons demande qu'il y ait un consensus sur ce texte-là. Est-ce que c'est la manière de faire? C'est la manière de présenter la chose. Et il présente la chose, et puis il tombe sur le texte à étudier, et on constate qu'en réalité, ce texte-là n'était pas le texte de la CEDEAO. Et dans le débat général, nous avions dit que le texte que nous devons étudier, c'est le texte de la CEDEAO. Parce que nous sommes dans le cadre d'un dialogue. Et parmi les décisions du dialogue, il y a eu un chronogramme des réformes. Et ce chronogramme dit qu'un expert constitutionnel, nos constitutionnalistes, qu'on a présenté aux deux protagonistes le 23 septembre, va élaborer en concertation avec les protagonistes, avec les deux partis, parti ES,
un texte, un rapport, un projet de révision constitutionnelle, et puis il va le donner à la CEDEAO, qui est l'instance politique supranationale. La CEDEAO va le transmettre au gouvernement, et le gouvernement va le faire parvenir à l'Assemblée nationale pour que nous puissions l'adopter. Alors, nous avons dit non, mais nous étions en discussion. On est en querelle dans le pays. C'était le 4e projet ou proposition de loi qui venait à l'Assemblée nationale depuis ces dernières années. Vous vous souvenez, juin 2014, il y a eu le texte Bariga, qui sort de Togo Télécom 2, que le gouvernement même a fait amener à l'Assemblée nationale, que nous avons voté, mais contre lequel le gouvernement a voté. Alors, à la fin de cette même année, pour ne pas laisser les choses en jachère, le CAR et l'ADI ont fait une proposition de loi. Celui-là aussi n'a pas abouti. L'année qui a suivi, l'ADI et la NC ont repris la même proposition de loi. Ça n'a pas abouti. Et je crois qu'il doit y avoir un 4e. Oui, lorsque la crise a été lancée, le 5 septembre 2017, le gouvernement a ramené un autre projet de loi qui n'a pas abouti. Mais alors, c'est le gouvernement même qui est allé chercher la CEDEAO et qui a arbitré entre nous deux. N'arriva pas à nous entendre, le texte que la CEDEAO a envoyé était un arbitrage supranational dans une organisation dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce texte que nous devons prendre. Et si nous-mêmes nous voulons évoluer, le minimum de la base c'est ce texte. Mais supposons que nous-mêmes on veut encore ajouter des choses sur lesquelles nous allons trouver le consensus. Donc ça se dit comme nous voulons quelque chose dans la chambre à coucher, on l'a trouvé au salon. Et on le prend et on y va. Et on est étonné qu'ils sont venus nous présenter autre chose. Alors naturellement, nous avons réclamé le texte de la CEDEAO. C'est au moment où nous avons réclamé le texte de la CEDEAO qu'ils nous disent qu'on leur a dit de faire la réforme le 10 novembre et que le texte de la CEDEAO est venu trop tard. Donc c'est pour ça que le 10 novembre, eux, ils ont fait un autre texte et que ils ont envoyé à l'Assemblée nationale. Et nous avons dit, mais, et le texte de la CEDEAO, où est-ce que ça se trouve? Et le rapport, donnez-le nous. Ils nous disent non, qu'en fait ce qu'ils ont ici est semblable à ce que la CEDEAO a fait. Et nous disons, mais si c'est le semblable que vous allez nous donner, si le texte même, l'original même existe, donnez-nous ça. Mais pourquoi voulez-vous nous donner le semblable alors que vous avez l'original, qui est un truc qui est dans le cadre du dialogue? Alors on a mené cette discussion pendant longtemps et on a suspendu les travaux. Lorsqu'on a suspendu les travaux, pour près d'une heure, plus d'une heure même, on est revenu. Cette fois-ci, ils sont venus nous distribuer le rapport et le texte de la CEDEAO. Avant même d'aller, c'est M. Dobrousse qui a effleuré que dans ce que la CEDEAO a remis, ce n'est même pas un rapport dont nous pouvons voir le contenu, qu'il y avait même une proposition d'avant-projet. On dit, yo, mais il y a même une proposition d'avant-projet. Oui, est-ce que la CEDEAO peut faire une proposition d'avant-projet? Naturellement, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé et ils ont accepté. Lorsque le chronogramme a été fait, et la coalition a accepté, et le pouvoir a accepté. Dans un dialogue, vous ne pouvez pas accepter autre chose et venir dire autre chose. Ça veut dire que, et c'est pour ça même il fallait que le gouvernement l'endosse d'abord. Oui, et c'est pour ça même qu'on l'appelle avant-projet. Ça veut dire qu'avec un exposé des motifs, le gouvernement doit transformer cet avant-projet en projet, et le gouvernement l'envoie à l'Assemblée nationale. Voilà ce sur quoi mais ce qui est nous clair, sommes tous entendus. Oui, mais ce qui est clair, par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois, vous ne pouvez pas, en l'état aussi, discuter du test de la CEDEAO sans être mis sous forme de projet. Oui, mais c'est ce qui devait être fait. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que le chronogramme, la décision de la CEDEAO dit, quand l'expert fait, l'expert s'en va. Il donne à la CEDEAO. Ça devient le test de la CEDEAO. Donc, tous les tests que j'ai dans mon fichier ici, dans ma chemise pour vous, c'est les tests de la CEDEAO et non les tests d'un expert. C'est la CEDEAO qui nous l'a envoyé. La CEDEAO ne peut nous envoyer qu'un avant-projet. Mais l'avant-projet doit être pris en compte par le gouvernement pour l'Assemblée. Ça veut dire que cet avant-projet, on doit enlever le titre de l'avant-projet pour mettre un projet, on doit lui joindre un exposé des motifs et ça doit venir à l'Assemblée. Dans tous les dialogues, c'est comme ça. Et je leur ai rappelé la dernière fois que à partir du moment où vous êtes dans une situation de crise et que vous êtes dans un dialogue, lorsque les décisions du dialogue viennent, vous devez faire entériner les décisions du dialogue dans votre arsenal juridique. Ça veut dire que c'est comme si il y a une petite veilleuse sur les thèmes, les textes en place, et c'est les décisions du dialogue qui font foi. Je leur ai même cité l'exemple la dernière fois, que Bozizé était président, mais lorsqu'ils étaient allés au dialogue, et que le dialogue a dit que Djotodi allait devenir président, Bozizé a été obligé de céder pour que Djotodi vienne. Le même dialogue a dit que Djotodi doit partir. Djotodi est parti et Catherine Samba Panza est venue. Donc, on connaît. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit apprendre, non? Est-ce que le rapport de l'expert a été envoyé en même temps et au pouvoir et en même temps à la C14?
Nous avons réclamé, avant que ça ne vienne, avant que nous ne le recevions, nous l'avions réclamé et nous avions reçu quelques jours avant le début de l'étude à l'Assemblée. Je me suis demandé, comme on était les deux au dialogue, pourquoi la CEDEAO ne nous l'a pas envoyé avant. Mais l'essentiel, c'est qu'on est su dans la salle qu'il l'a envoyé au gouvernement, qui doit le prendre en compte pour l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez en faire une proposition de loi? Non. Si nous en faisons une proposition de loi, nous sortons du cadre du dialogue. Je vous dis, je ne sais même pas ce que vous... Je dis, le dialogue a dit. La décision du dialogue a dit, l'expert élabore le texte en concertation avec les parties prenantes, le pouvoir et la C14. Le texte quitte l'expert, il vient à la CEDEAO. Ça devient un texte de la CEDEAO. La CEDEAO transmet ce texte au gouvernement qui le prend en compte pour l'Assemblée nationale. Mais nous ne pouvons pas aller prendre et transformer ça en proposition de loi. Nous violons les décisions de la CEDEAO. Et quand on va de violation en violation, on cause un antécédent. Si on veut vraiment régler la crise, c'est de se conformer au chronogramme de la CEDEAO. Vous prenez le texte, vous l'envoyez à l'Assemblée nationale avec les éléments que le gouvernement doit faire, l'exposé des motifs, tout ça, en Conseil des ministres. Et au sein de l'hémicycle maintenant, vous essayez de voir si il y a des amendements au texte et dans la procédure parlementaire normale. Le rapport de l'expert, ce rapport est disponible en plusieurs versions. Finalement, on ne sait pas laquelle est authentique. Est-ce que vous l'avez, cette version qui est authentique et en réalité, que dit-elle? Moi, j'étais en Europe quand toute cette polémique-là avait lieu et circulé. Mais alors, le rapport de l'expert que moi j'ai, il ne peut pas y avoir de rapport polémique parce que ce rapport-là, attendez que je vois, ce rapport est bien signé. Il est signé par l'expert, non pas par l'expert, en tout cas par quelqu'un, on n'a pas mis le nom, mais il est signé le 27 octobre 2018. Je ne sais pas si les autres rapports qui ont circulé, que vous avez vus, sont aussi signés. Et si la signature est semblable à celle que j'ai sur mon papier. En substance, que dit-elle? En tout cas, non, en substance, ce rapport dit que... Sur la limitation du mandat, par oui, exemple. le rapport dit que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois et que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Ils ont dit en disant ça, en aucun cas est superfétatoire. Que nul ne peut exercer plus de 2 mandats répond déjà. Et puis, ils ont dit, nul ne peut exercer plus de 2 mandats ou proroger ce mandat pour quelque raison que ce soit. Voilà. Et je vous lis in extenso pour que ce ne soit pas de l'interprétation. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. Et il ajoute une disposition. Cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. Ça veut dire que lorsqu'on vote cette révision-là, jamais cette disposition ne peut plus faire l'objet d'une révision. Et puis il y a un point final? Oui, il y a un point final. Oui, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas de disposition transitoire comme non. On a noté sur certaines versions? Non, il n'y a pas de disposition transitoire. Les textes dont vous parlez, que vous dites qu'il y a eu des dispositions transitoires, et je crois que le ministre Bawara lui-même a dit sur Radio Canal K que c'est un texte faux. Si un ministre du gouvernement qui a reçu le texte et qui est chargé de prendre le texte en compte pour le gouvernement, vous dire que ce que vous avez lu sur les réseaux sociaux, c'est faux, alors je ne sais pas pourquoi on doit continuer à discuter de ça. Au demeurant, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on trouve un texte constitutionnel qui doit être étudié à l'Assemblée nationale? Non, sortons de ça. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça se trouve. Donc aujourd'hui, le nœud du problème, c'est sur l'élection du président de la République. Je ne sais même pas ce qui leur pose problème. Et que, finalement, ils sortent du dialogue, ils mettent le texte de la CEDEAO au tiroir et qu'ils nous sortent un texte qui ressemble quasiment point par point à ce qui était venu le 5 septembre 2017 et qui a exacerbé la crise. Je ne sais pas quel est le réel problème qu'ils ont. Est-ce que c'est vraiment le mandat du président de la République qui fait problème? Je ne sais pas le problème qu'ils ont, franchement, pour pouvoir vous le dire. C'est vrai que dans leur texte, il n'y a pas nul ne peut exercer plus de 2 mandats, il n'y a pas nul ne peut prolonger le mandat pour quelque motif que ce soit, et il n'y a pas cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. Mais je ne peux pas vous dire, puisqu'on a discuté sur le principe, on n'a pas discuté sur le fond, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui où on est là, ce qui les gêne vraiment. Selon vous, ce test n'est pas que consultatif?
Puisque c'est ce qui a été dit par un responsable de la majorité, ce serait un test juste consultatif. Mais sincèrement, entre vous et nous, est-ce qu'on peut avoir le courage de sortir un truc comme ça et de regarder les Togolais en face? Moi, je dis souvent que ma mère m'a toujours appris, depuis les bancs de l'école, que ne nous dis-toi un peine à oua, gomme-toi net peine tété. Il y a des choses que moi je ne peux pas dire, sincèrement. On parle d'un État, on parle de la vie des hommes, la vie d'un peuple. Il ne faut pas tomber à ce niveau-là. Il ne faut franchement pas tomber à ce niveau. Il y a une crise. Comment on peut se comporter comme s'il n'y a pas de crise? Qui est allé chercher la CEDEAO? Monsieur Pierrot, est-ce que c'est Jean-Pierre Fabre qui est allé chercher la CEDEAO? Est-ce que c'est Tipi Achadam qui est allé chercher la CEDEAO? C'est Aboiboy Aovi qui est allé chercher la CEDEAO? Mais c'est eux qui sont allés chercher la CEDEAO. Vous écoutez ces derniers jours, vous semblez apprécier fortement la CEDEAO. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, vous grinciez un peu les dents. Moi, je n'ai jamais... Par rapport à certaines des positions prises par moi, la CEDEAO. Je ne me suis jamais attaqué ouvertement à la CEDEAO. Allez chercher, vous ne retrouverez pas. Il y a des choses que la CEDEAO a proposées qui, naturellement, ne me sied pas ou qui comportent des éléments que nous n'avons pas retrouvés. Naturellement, même ce texte de la CEDEAO, franchement, c'est au niveau du cas, ce n'est pas un texte sur lequel nous sommes d'accord. Parce que pour nous, le règlement du problème togolais, c'est d'abord les institutions et non la limitation de mandat. Si vous limitez le mandat et que les institutions sont dans la même forme, le même parti va présenter un autre candidat et ils vont le faire passer. Mais nous disons que, à partir du moment où nous avons accepté, pour qu'il y ait la paix au Togo, pour que la situation se calme, qu'une instance supranationale vienne arbitrer pour nous, nous sommes obligés d'accepter son arbitrage. Ce n'est pas parce que un joueur comme Ronaldo, ou comme Messi, ou comme Cheyi Adebayor, sait mieux jouer qu'un arbitre, que si l'arbitre siffle une décision, le joueur ne doit pas l'accepter. Vous savez que la plupart des arbitres, les grands joueurs savent jouer mieux qu'eux. Mais quand l'arbitre siffle, les joueurs respectent. Ou bien, non, je crois qu'on ne va pas créer ce genre d'antécédent dans la situation de notre pays. Et j'espère que la CEDEAO nous écoute. Parce qu'il ne faut pas que, dans ce processus-là, la CEDEAO tombe dans le discrédit. Franchement. Depuis, on n'a pas eu d'autres réactions venant de la CEDEAO. En fait, c'est vrai que c'est cette semaine seulement que les dernières dissensions ont été constatées au niveau du Parlement. Est-ce que vous attendiez à nouveau un nouveau retour de la CEDEAO pour de nouvelles précisions? Naturellement, mais nous croyons que nous, par exemple, au niveau des réformes, nous avons tous les éléments qu'il faut. C'est-à-dire que pour nous, à partir du moment où le texte est clair, ce qui nous est dit est clair, je ne crois pas qu'on soit obligé d'aller chercher la CEDEAO. Mais s'il faut que la CEDEAO revienne pour que les nôtres entendent raison, alors il faut alors que la CEDEAO revienne. Sinon, quelle est la crédibilité de la CEDEAO si le processus de dialogue échoue? Imaginez que va rester de la CEDEAO et quel courage la CEDEAO va avoir d'intervenir dans des pays plus grands que le Togo si la CEDEAO échoue dans le dialogue togolais. Moi, c'est toute mon attention est portée sur ça. Nous sommes au D12 de Pyramide FM en direct sur 105.5. La tradition, dans quelques secondes, c'est que vous participez à cette émission par vos questions à notre invité du jour. C'est le député Jean Kissi du Comité d'action pour le renouveau, également membre de la C14. Je rappelle les deux numéros de l'émission. 97 50 34 137 et puis 70 43 09 70. Un premier auditeur est en ligne. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. On vous appelle comment? Oui, à Mouzouvou, vous nous appelez d'où? Oui, à Mouzouvou, depuis Togo Solidarité. Votre question? Bonjour, monsieur Amouzoui.
Bien merci à Mouzouvi. Réaction? Ah, d'accord. Non, je crois que j'ai sorti cet argument-là dans des interventions avec un certain nombre de responsables de la sous-région et du monde de la dernière fois, que, en réalité, la feuille de route ne comprend pas qu'une date. La feuille de route et ses chronogrammes comportent des tâches et une date. Le gouvernement ne peut pas prendre ça au menu. C'est-à-dire, on prend la date, mais on ne réalise pas les tâches. Ce n'est pas possible. La feuille de route a dit, il faut qu'une CENI inclusive organise le processus électoral. À partir du moment où ce n'est pas une CENI inclusive qui organise le processus électoral, ça veut dire que la feuille de route n'est pas respectée. Et que, alors, si on n'arrive pas à respecter les tâches à la date du 20, on doit se référer à la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse faire quelque chose. Il n'y a pas que la date dans la feuille, c'est des tâches qui sont collées à des dates. Et je crois que ça, il doit faire attention à ça. Nous avons eu une question qui nous est envoyée par Internet. C'est Jules Sankara Lawson qui nous regarde quelque part dans le monde, puisque l'émission est aussi regardée sur notre page Facebook en live. Est-ce que les députés de la C14 n'avaient pas la possibilité d'amender les tests de UNI pour que ça reflète le test de la CEDEAO? Oui, merci. Merci, mon cher collègue. Vous êtes à l'extérieur, dans la diaspora. Bonjour à tous ceux de la diaspora. Mais vous croyez vraiment, en lisant l'histoire récente de ce pays, que l'opposition va faire des amendements et que la majorité mécanique UNIR va l'accepter? Mais si ces amendements qui permettent de ne pas dénaturer le texte de la CEDEAO allaient être acceptés, pourquoi alors ils n'acceptent pas le texte de la CEDEAO? Pourquoi doit-il enlever des choses et qu'après c'est qu'il faut venir pour que nous puissions le mettre? Mais au demeurant, avons-nous le droit, compte tenu du niveau qu'a atteint la grave crise que traverse le pays, avons-nous le droit de laisser le texte de la CEDEAO de côté et d'aller discuter sur des textes proposés unilatéralement par des protagonistes? C'est ça toute la question. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Un autre auditeur, allô? Oui, bonjour. Oui, votre question. Bonjour, M. Bozambo. J'aimerais poser quelques questions. La fois passée, Massamba vous a dit que M. Gabriel Fall n'a qu'à appeler le chef de l'État pour se discuter pour que la préservation au Togo. On n'arrive même pas à faire ça. À la dernière, sur les chaînes internationales, on a vu un conseil spécial du président de l'Afrique a dit que si comme ça, allez chercher les armes. On n'arrive même pas à chercher les armes. C'est nous les peuples qui mourront en tous les côtés. Je voudrais demander, la CEDEAO, est-ce que vous avez des niveaux des chefs d'État de la CEDEAO et vous appelez l'État en face? Donc, il me semble que vous n'avez pas le niveau des chefs d'État qui est en train de suivre notre dialogue. C'est vous bien que vous avez suivi, mais nous, les populations, nous pensons que vous n'avez pas les niveaux des deux chefs d'État pour comment les choses se font et vous allez l'appeler. Si vous avez appelé, la fois passée que nous avons sorti dans la rue, et ce que nous avons écrit sur les pancartes, c'est ça qui a fait bouger la CEDEAO. Il a fait sortir ce qu'il a caché derrière tous les choses. On a compris, Bozambo, votre intervention, réaction. Oui, merci Bozambo pour votre réaction. Je l'ai dit tout à l'heure que la réaction de l'homme de la rue, l'homme politique doit le comprendre. Mais nous, on ne doit pas être au niveau de la réaction de l'homme de la rue. Je crois avoir entendu déjà à plusieurs reprises qu'au-delà même d'un simple appel, que M. Jean-Pierre Fabre avait écrit au chef de l'État et que jamais il n'a eu aucune réponse. Alors je crois que ceux qui ne peuvent pas lire ça dans les médias, dans les journaux, au moins, quand on le dit, il faut qu'ils l'entendent. C'est-à-dire, on dit souvent que celui qui veut entendre puisse entendre. Donc voilà pour la première réaction. Pour la deuxième réaction, vous savez, les chefs d'État dont vous parlez sont aussi des chefs d'État d'autres pays. Ils n'ont pas que le problème du Togo à régler. Au demeurant, ils ont même quelquefois chez eux des problèmes plus que ce que nous connaissons ici. En tout cas, à leur appréciation, puisque nous savons que la crise la plus grave dans la sous-région aujourd'hui, c'est celle du Togo. Ça, c'est un. De l'autre, vous savez qu'eux, ils sont des chefs d'État. Le président Faure aussi est un chef d'État. Donc, entre chefs d'État, comment la chose se passe? Lorsqu'il y a des problèmes dans un pays,
ils essayent d'obtenir de leurs collègues des concessions. Donc, quelquefois, quand nous posons des problèmes, ils essaient d'obtenir du camp du pouvoir des concessions. Ils travaillent dessus des jours et des jours avant de ramener des résultats. Donc, je crois que nous sommes quelquefois impatients, mais il se fait que dans la situation du monde, c'est comme ça que les choses se passent de temps en temps, c'est-à-dire que c'est la nature de l'évolution du monde. Vous avez raison, nous devons faire plus au niveau du lobbying, etc. Mais c'est stasier à croire qu'il suffit que l'opposition ait une volonté, que les chefs d'État s'exécutent et que tout soit réalisé. C'est se croire au ciel plutôt et non sur terre. Thomas Combé, lui, nous suit depuis Paris. Voici sa question. À quand la prochaine discussion à l'Assemblée nationale sur la Constitution? Soit on propose les deux tests et que la population tranche. Voilà un peu le sens de sa question. Oui, merci. Nous attendons. Ce n'est pas de nous que l'initiative doit venir. Alors, il y a une possibilité que M. Thomas Combé évoque, qui est aussi une possibilité dans la pratique républicaine. On ne l'a pas évoqué depuis le cours de l'émission, mais sa question me permet de l'évoquer. Si le texte, le gouvernement avait transmis un texte et en mettant dans l'exposé des motifs qu'au moment où lui il avait élaboré le texte, il n'avait pas encore eu le texte de la CEDEAO, mais que par le même exposé des motifs, il nous transmet le texte de la CEDEAO en disant que pour lui, peut-être, c'est le texte leur texte qui doit être étudié, alors s'impose aux députés ou se pose aux députés une autre alternative. Cette alternative-là, c'est que le président de la commission demande l'avis des députés et qu'il y ait un petit comité mis en place en marge des travaux en commission. Ce comité-là va rechercher le compromis sur le texte qui doit venir et qu'on doit étudier. Et c'est seulement quand ce texte revient à l'Assemblée nationale que nous pouvons l'étudier. Mais ce comité-là, il n'y a que le président de la commission ou même suggestion du président de l'Assemblée nationale ou suggestion du commissaire du gouvernement qui peut nous amener à dire la procédure n'est pas bonne, semble un peu viciée, mais trouvons un cadre pour aller harmoniser les processus avant de revenir à la commission ou à l'Assemblée. Parce qu'à la commission, ce n'est pas le principe du consensus qui fait foi, c'est le principe du vote, ainsi qu'en plénière, c'est le principe du vote qui fait foi. Voilà. Allô? Oui, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Je m'appelle Kojo, j'appelle de Yokwe. Yokwe, vous êtes en direct, allez-y. Comment ça va? Ça va, monsieur Kodjo. C'est moi qui vous appelle parce que je vous aime beaucoup. Merci, merci. Merci, mon cher. Dans ce cas, je pense que la CCDAO a vu le pas au moins, ils n'ont qu'à voir ils ont cité même dans la feuille de route de la Constitution. C'est le président qui est vraiment qui n'est pas la tâche. Peut-être que c'est le gouvernement qui ne peut pas faire ce que lui-même il a l'intention de faire en appelant la CEDEAO au secours. Après quelqu'un au secours, maintenant la personne vient tout de suite ici de pas le faire. Donc, ça c'est de la personne, Merci. donc, les opposants se réveillent, ils prennent leur intérêt à mettre, continuent à marcher, comme les Israéliens ont marché. Mais vous n'avez finalement pas de question, on a compris. Vous n'avez pas... Donc, c'est tout pour encourager. Bien, merci. Merci. Nous avons une question sur notre page Facebook, unie à la majorité au Parlement. Comment comptez-vous faire si vous n'acceptez pas le texte du gouvernement? UNIR n'a pas la majorité qualifiée qu'il faut pour que la Constitution soit adoptée à l'Assemblée nationale. Je crois que ça aussi, et il faut que un certain nombre de nos concitoyens le sachent. C'est bien beau de dire que UNIR a la majorité mécanique à l'Assemblée, mais UNIR n'a pas ce qu'il faut pour qu'on trouve un consensus national sur ce texte-là. Et je crois, l'essentiel, c'est si nous voulons le bien du Togo. Si nous voulons celui-ci défendre l'UNIR, celui-ci défendre celui-ci, le pays ne va pas évoluer. Vous oubliez, nous sommes en crise. Mais si nous voulons le bien de ce pays, si nous aimons vraiment notre pays, et que nous voulons nous débarrasser des intérêts égoïstes, des avantages personnels que nous pouvons tirer, la seule lecture qu'en tant qu'homme intelligent nous pouvons avoir, c'est que ce que vous êtes en train de faire là
vous avez besoin de 4/5 pour l'avoir. Unir seul n'a pas le 4/5, donc il faut rechercher un consensus. Dans le cadre de ce consensus, il faut voir les décisions qui s'imposent à nous. C'est que nous-mêmes, on est allé chercher la CEDEAO, et la CEDEAO nous propose un arbitrage. C'est à nous de prendre cet arbitrage-là. Si nous voulons faire évoluer cet arbitrage, on ne peut le faire que par consensus. Si on ne le fait pas par consensus, le minimum sur lequel nous sommes obligés de répondre, c'est l'arbitrage de la CEDEAO. Voilà. Un autre auditeur, allô, bonjour. Bonjour, Ah, vous appelez comment? c'est Cédric Mais allez-y. je suis validant. Bonjour, mes collègues. C'est pas maître d'église, c'est Jean Kissi. Excusez-moi. Bonjour, Jean-Philippe. Merci, merci. Tous les gens sont les mêmes, n'est-ce pas? Eh bien, je crois, au niveau du rapport de l'expert constitutionnaliste à lui, c'est Badarafat, je crois que à la première page, il y avait un petit mot en bas qui dit que le présent rapport n'est pas définitif, n'est pas. Et c'est que nous voyons le communiqué de la CEDEAO en date du 28 novembre 2018, il a été dit que l'expert constitutionnel, son travail consistait à proposer des réformes constitutionnelles qui prennent en compte le monde scrutin à ce jour pour les élections présidentielles, la limitation de la recomposition de la Cour constitutionnelle, et puis de s'assurer que les décisions du 31 juillet soient intégrées dans le procès de réforme constitutionnelle. Mais dites-moi, qu'est-ce qui est notre constitution? Est-ce que notre constitution dit que c'est la CEDEAO qui devrait faire des propositions au niveau du Parlement pour faire par les ministres, pas les ministres, le Conseil, au Conseil des ministres, le Conseil des ministres le fait, pour ça c'est les décisions. Pourquoi voulez-vous maintenant, s'il vous plaît, que ce soit la CEDEAO plutôt qui propose en bafouant par exemple notre constitution? Expliquez-moi s'il vous plaît. Et même si n'importe quelle loi arrivait au Parlement, est-ce que vous ne pouvez pas, si vous voulez, que l'on y mette certaines choses en discuter et pouvoir les faire amender pour que le territoire, pour que tout soit bien, parce que pour nous, nos populations, nous sommes plus fatigués de cette crise. On a compris, s'il vous plaît, on a compris. Il va réagir à votre préoccupation. Merci. D'abord, ce que vous dites n'est pas à la première page du rapport. On vous a dit qu'il y a des faux rapports qui circulent. Je ne sais pas pourquoi le minimum de sagesse ne vous fait pas accepter qu'il faut aller chercher le bon rapport. Vous savez, vos amis vous introduisent beaucoup en erreur en voulant défendre farouchement un régime. Ce que vous dites là n'est pas la première page du rapport que moi j'ai devant moi et qui est le rapport qui fait foi. La CEDEAO dit même que ce qu'elle a proposé là, c'est ça qui fait foi. Ils le disent clairement dans votre lettre. Alors, vous savez, lorsque nous sommes dans le cadre d'un dialogue, pourquoi êtes-vous allé chercher la CEDEAO si vous n'êtes pas en mesure de respecter les décisions d'un dialogue? Nous sommes dans une situation qui est en crise. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Le chronogramme que la CEDEAO a proposé ne sort pas des principes constitutionnels. Si ça sortait des principes constitutionnels, on ne le ferait pas. Est-ce qu'il n'y a pas des lois togolais qui proposent la manière d'aller aux élections? Et pourtant, est-ce qu'ils ne nous tapent pas sur les doigts sur la manière dont la CEDEAO a dit d'aller aux élections? Nous disons, quelle est cette, je ne sais pas, cette réflexion, je ne veux pas aller plus loin, et qui vous amène à dire que vous croyez que ce que la CEDEAO propose, c'est une carte au menu? Ce n'est pas une carte du restaurant La Pirogue ou du Beluga, où vous choisissez ce qui vous plaît dedans, et ce qui ne vous plaît pas, vous ne choisissez pas. Voilà un peu ce qu'il faut aller dire. Je crois que, je ne sais pas si tout le monde nous suit, mais rapportez ce message que je viens de dire à vos chefs, à vos patrons qui vous entraînent dans l'erreur. Quand vous parlez de carte au menu, au niveau de la C14, il arrive aussi que vous avez les mêmes positions vis-à-vis de la CEDEAO. Si il y a il y a certains de ces menus qui ne vous plaisent pas. S'il y a une objection sur laquelle nous avons refusé de respecter des décisions de la CEDEAO, dites-le nous. Et peut-être nous allons nous corriger. Mais ce que nous faisons souvent, c'est quand la CEDEAO nous apporte les résolutions et les décisions. Il en est de même le 8 août. Et il en est de même le 23 septembre. À Conakry, je n'y étais pas. J'étais en Europe en ce moment. Alors, quand nous avons des observations sur ça, nous faisons nos observations. Les représentants des facilitateurs ou la CEDEAO même notent ces observations pour la prochaine fois y trouver une solution. Mais dire que nous avons refusé de respecter
une des décisions de la CEDEAO, je ne sais pas. Dites-le, si vous le dites, nous allons nous excuser, nous allons nous corriger, mais je ne vois pas. Le gouvernement était là le 23 septembre quand la CEDEAO a sorti son chronogramme pour les réformes. Si le gouvernement n'était pas d'accord, le gouvernement devait le dire parce que la CEDEAO n'est pas allée le sortir du ciel. La CEDEAO nous l'a proposé en présence des deux parties protagonistes et la CEDEAO nous a demandé de faire des observations. Nous l'avons accepté. Le gouvernement était le premier à jurer qu'ils n'ont rien à dire, qu'eux, ils vont se conformer strictement à ce que la CEDEAO nous dit. Et on nous a présenté l'expert, nous tous, nous l'avons accepté. Vous allez au marché, vous revenez, et vous venez rejeter les choses de la CEDEAO pendant que le pays est en crise, et que les gens meurent, et qu'il y a des blessés. Il faut arrêter. Il faut arrêter. La récréation a assez duré, là. La question que les auditeurs sont en droit de se poser, et que je pose moi aussi, c'est que nous sommes à quelques jours des élections législatives, le 20 décembre, puisque le gouvernement tient à cette date de la CEDEAO. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, vous êtes en discussion difficile sur la question des réformes. Est-ce qu'on finira par avoir ces réformes avant le 20 décembre? Nous espérons et nous appelons tout le monde. Je crois que à la fin des discussions à la commission, la dernière fois, Maître Isabelle Améganvi a dit ce n'est pas que l'opposition n'a pas de proposition de réforme aussi. L'opposition a aussi une proposition de réforme. Mais l'opposition ne l'a pas introduit parce que l'opposition ne veut pas sortir du cadre du respect des décisions et de la feuille de route de la CEDEAO. Alors ce que nous appelons, c'est que tout le monde revienne dans la droite ligne de la CEDEAO. On dit souvent chez nous, il n'a qu'à revenir dans le cadre des décisions de la CEDEAO. Et lorsque nous sommes d'accord tous ensemble de respecter les décisions de la CEDEAO, de revenir organiser et les réformes et les élections dans le cadre de la CEDEAO, nous commençons les tâches dans l'ordre de proposition de la CEDEAO. La CEDEAO tient au 20 décembre. Oui, mais si je dis, si à la veille, le 17, le 16 ou le 18 décembre, nous voyons que les tâches ne peuvent pas être réalisées dans ces conditions-là, on fait recours à la CEDEAO. Qui peut intervenir? La preuve, en Guinée-Bissau, la CEDEAO a modifié la date. Vous oubliez qu'il y a deux pays, la Guinée-Bissau et le Togo, qui sont dans le même cas. Et le cas de la Guinée-Bissau a été traité pendant que le président Faure lui-même était président en exercice de la CEDEAO. Et il était venu en avril. En avril, ils ont imposé une décision à la Guinée-Bissau que la Guinée-Bissau n'a pas refusée. Ils ont imposé une date. Mais lorsqu'ils ont vu que la date ne peut pas être tenue, alors eux-mêmes, ils ont encore reporté la date. Mais qu'est-ce qui est bon pour la Guinée-Bissau et n'est pas bon pour les Togolais? Parce que les Togolais sont les derniers de la CEDEAO. Nous allons au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Théo. On vous appelle comment? Oui. Oui, allez-y. Je tiens à remercier le député Iki de ce travail d'explication que nous demandons à nos journalistes. Et quand ils viennent, ils font autre chose. Il a une leçon à leur donner à la fin de l'émission, il n'a qu'à le donner. Oui, en fait, moi je voudrais vous poser une question puisque vous interpellez les journalistes. Quelle est la situation ou quel est le tort des journalistes dans le débat politique au Togo? Puisque beaucoup de gens s'évertuent à condamner les journalistes. Qu'est-ce qu'ils font, les journalistes? Monsieur Pierron, j'ai des connaissances. Et quand les journalistes viennent, au lieu de m'éclaircir, tout le monde pour le former. C'est-à-dire me rendre plus aveugle, quoi. Ça qui m'énerve d'eux. Ils sont chargés de nous éclairer, de nous édifier, de nous donner des informations et d'aller les chercher si on ne trouve pas. Mais quand vous écoutez les débats sur les radios, je ne vais pas citer de radio, hein, mais ça énerve. C'est-à-dire le peu de connaissances que j'ai là, ils me perdent ça. Ça qui m'énerve d'eux. Est-ce que vous savez que certains journalistes, et la loi le permet, la déontologie, peuvent travailler pour des partis politiques? Ça ne voudrait pas dire d'être sorti à la radio. On doit dire des choses qui peuvent construire le pays. C'est ça mon souci. Ok. Pour les deux questions, Oui, allez-y. il a parlé d'une marge de 20% qui ne comprennent pas et qui maintiennent le système en place. Quelle garantie il donne à ce suffrage de 20% peut-être qu'ils sont dans l'armée, sont les parents qui jusqu'à présent maintiennent le système RTT. Pourquoi on n'avance pas? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, j'ai comme impression qu'il y a une CEDEAO pour les francophones et une CEDEAO pour les anglophones. Je m'explique sur la dernière décision qui est parue de Conakry. Nous aussi, on parle de co-facilitateurs guinéens, on estime
on ne donne pas le nom du gagnant. Et là, la décision des G5 se propose sur la qualification du gagnant. Et là, moi, je vois derrière cette qualification la main de la France. Qu'est-ce que vous, les P14, en fait, au niveau de la CEDEAO, je tiens à faire que quand la CEDEAO vient en arbitrage, il vient en arbitrage pour front. C'est-à-dire, voilà un arbitre qui est incapable de sortir un carton rouge ou bien un carton jaune. Pourquoi cela est expliqué? Oui, allez-y. Oui, alors sur les trois observations de notre auditeur, vous avez discuté avec lui sur la question des journalistes. Moi aussi, je suis d'accord que les journalistes doivent avoir une ligne éditoriale qui peut être proche du pouvoir ou proche de l'opposition. Mais est-ce que les journalistes ont le droit de mentir ou de pervertir l'histoire ou de tronquer l'histoire? C'est ça le problème. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas des impressions parfois? Comment des impressions? Nous allons à un dialogue, nous sortons le 31 juillet. Le 31 juillet, on nous sort une feuille de route. J'ai la copie de la feuille de route. On nous dit que nous devons mettre en place une CENI inclusive. Un journaliste va sur les médias et dit que la CEDEAO dit que nous devons aller prendre nos 4 places à la CENI. Si nous ne le prenons pas, c'est fini, c'est foutu pour nous. Ça, c'est une décision de la CEDEAO. Pourquoi vous ne voulez pas que les citoyens le relèvent? Parce que ces gens-là, ils créent quelquefois des situations qui créent des blessures, qui créent des choses graves dans le pays. Mais demain, ce n'est pas possible. Il y a parmi les journalistes des révisionnistes. Oui, mais des gens qui, des faits se sont passés, ils mentent que les faits ne se sont pas passés. Des gens peuvent aller vous dire qu'il n'y a pas eu de mort en 2005. Ça, c'est des révisionnistes. Ah, mais vous avez déjà entendu ça? Ah, mais vous n'avez pas entendu. Qu'il n'y a pas eu de mort en 2005 autour? Vous n'avez pas entendu. Non, mais en fait, j'ai jamais entendu. En tout cas, moi, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça dans les couloirs d'une assemblée nationale une fois lors d'une législature. Je ne veux pas aller plus loin. Voilà, parce que c'est des choses qui font mal. Alors, sa deuxième question, c'est la question de garantie. La question de garantie se discute lors des dialogues. Moi, jusqu'à présent, je l'exprime comme un souhait. Je le dis souvent. Je dis souvent aux gens que, vous savez, je fais une révélation. Je ne sais pas si, quand je le fais, les gens retiennent. Lorsque nous étions dans les premières années d'université Pierrot, nous étions avec des amis que, si je cite les noms, beaucoup les connaissent parce qu'ils sont dans des métiers, ils sont très célèbres aujourd'hui dans des métiers. Et alors, à ce jeune âge-là, nous, comme tout le monde fait dans sa jeunesse, on cherchait des filles que nous-mêmes nous appelions en cette période Ekivio. C'est un thème que nous avons créé. Ekivi voulait dire en ce moment un métis issu d'un parent du Nord et d'une maman du Sud. Voilà un peu, c'est ça que nous appelions. C'était un truc pour s'amuser en ce moment. Alors on allait dans les maisons d'une fille et lorsque les mouvements ont commencé, que nous-mêmes nous avions commencé, le petit frère, qui est un garçon, nous a posé la question avec les histoires de Bodje de la lagune de Baie. Cet enfant-là, je crois qu'il devait avoir 7 ans, il nous pose la question qu'on nous dit qu'il y a le nord et le sud. Et il dit à sa maman, maman, est-ce que ça veut dire que dans la situation où on est là, il dit, dans la situation où on est là, si ça se passe, est-ce que ça veut dire que moi je vais aller avec papa au nord et que toi tu vas rester, et que maman va rester avec grand-sœur au sud? Mais je vous dis que cela m'a frappé dans tout le combat que j'ai mené. Et c'est pour ça que je considère que dans la lutte dans laquelle nous sommes, il y a le grand compromis. Vous vous demanderez pourquoi certains disent, ces gens-là, ils doivent partir, et que dans les mêmes troupes, certains disent qu'il doit y avoir un grand compromis national. C'est parce que leur histoire leur a montré un certain nombre de choses, un certain nombre de pesanteurs socio-culturels qui m'amènent, moi, à dire qu'il faut cette garantie, il faut un compromis. Dans le Togo où nous devons être demain, ces gens-là, s'ils quittent le pouvoir, doivent être présents dans les institutions et dans les administrations. Et s'ils reviennent demain et que nous retournons dans l'opposition, nous aussi, on doit être présents dans les administrations et dans les institutions. Ça, voilà mon souhait, on y travaille. En tout cas, au niveau du CAR, on y travaille ardemment et je crois que c'est la dynamique qui est la plus entendue maintenant au niveau de la coalition. Maintenant, il parle de CEDEAO anglophone et de CEDEAO francophone. Non, mais quelquefois, dans les décisions de la CEDEAO et dans les démarches de la CEDEAO, il y a les mêmes choses qui sont bien respectées dans des pays anglophones comme dans des pays francophones. Mais c'est le Togo, quoi. C'est le cas particulier du Togo et du pouvoir que nous avons en place. Je vous donne un exemple.
le pays de George Weah, là, comment on appelle? Le Libéria. Le Libéria, voilà. Vous vous souvenez qu'aux dernières élections au Libéria, il y a eu le premier tour. Et après le premier tour, il y a eu des problèmes qui ont failli amener des problèmes, qui ont failli amener les gens même à retourner aux armes. Et c'est la CEDEAO qui a été au Libéria. Le chef d'État fort était même au Libéria. Et ils ont dit aux Libériens, ils ont repoussé d'abord les dates. Malgré les lois que le Libéria a dans ces documents, c'est eux-mêmes qui ont repoussé la date. Les deux ont accepté. Et ils ont amené les deux à un compromis pour dire que, quels que soient les résultats qui vont sortir du second tour, le perdant doit accepter et celui qui est gagnant doit tendre la main au perdant. Ça a été respecté. Ils ont prorogé cette date-là, malgré que ce ne soit pas dans leur constitution, dans leur loi électorale. Ils ont accepté, ils l'ont fait. Pourquoi les gens disent aujourd'hui, eux-mêmes ayant appelé la CEDEAO, pourquoi la CEDEAO doit nous proposer un avant-projet? Voilà un élément. Le second, quand vous retournez un peu plus loin, pour que le président Alpha Condé vienne au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Après le premier tour, il y a eu de graves problèmes entre le président Alpha Condé qui avait 18% et Cellou Dalein Diallo qui avait 40 quelque chose %. Et là aussi, la CEDEAO leur a imposé de repousser la date du second tour. Mieux, ils ont imposé un président étranger à la tête de leur CENI qui était en train déjà de travailler. Si je vous comprends, c'est ce président étranger qui a organisé les élections. Si je vous comprends, vous souhaitez qu'on repousse la date des élections au Togo? Moi, ce que je demande le respect de la CEDEAO. Ce respect-là veut dire que il y a des tâches qui doivent se faire jusqu'à l'arrivée des élections. Si ces tâches-là sont réalisées avec une CENI inclusive, avant le 20 décembre, nous ne dirons rien. Mais c'est les tâches qui doivent amener aux élections. Ce n'est pas une date qui vient dans les urnes. C'est les hommes qui vont voter dans l'urne. C'est un papier que les gens mettent dans l'urne. C'est une liste qu'on met et lequel les gens suivent. Si tout ça n'est pas respecté, on ne peut pas avoir de tâches fétiches. Et le président Alpha Condé l'a dit en fait, à plusieurs reprises. Ça, on le sait aussi. Ah, vous le savez? Oui. Ah, merci que vous l'ayez su. Oui, j'ai une question d'un auditeur qui est en ligne. Lui, il est quelque part dans le monde en réalité. Donald Sossou. Il n'est pas au Togo. Il n'est pas au Togo. En fait, je ne sais pas. Donald Sossou qui dit, devant ce statu quo sur les réformes au Togo, si le pouvoir fait un passage en force et organise les élections législatives le 20 décembre, quelles seront les conséquences? Elles seront graves. Elles seront graves. D'abord, les Togolais n'ont pas le droit de se taire, de rester les bras croisés face à des coups de force du pouvoir. La nation nous le demande et nous le commande même que s'ils font un coup de force électoral, s'ils continuent ce coup de force électoral, s'ils font encore un coup constitutionnel, nous n'avons pas le droit de rester bras croisés. Ça, c'est un. Mais de deux, ce que nous voyons et qu'on nous a révélé dans un certain nombre de chancelleries et que tout le monde sait, et ça, moi-même je le soupçonnais un peu, mais quand vous analysez, peut-être plusieurs n'ont pas cet élément. C'est quoi? C'est que ces élections-là, si les gens voulaient tenir le 20 décembre, vont se tenir et les résultats vont être proclamés peut-être janvier ou février avec les crises, vont se proclamer à une date qui serait exactement à 1 an de la prochaine élection présidentielle. Et entre-temps, il devait avoir les élections locales. Mais, M. Pierrot, vous imaginez que le Togo puisse subir une crise qui fait 1 an, 14 ans encore, dans la situation économique dans laquelle nous nous trouvons? 14 ans. 14 mois. C'est-à-dire que si les élections présidentielles sont à 3 ans des élections législatives, les gens qui sont au pouvoir peuvent se permettre un certain nombre de choses. Mais la crise que nous faisons des manifestations depuis 1 an. Mais vous imaginez que ces gens-là aillent encore à des élections monocolores, un coup de force unilatéral, et que les Togolais vont continuer à protester jusqu'aux élections locales, protester jusqu'aux élections présidentielles, le Togo ne peut pas supporter. Le Togo ne peut pas supporter dans une période de 12 à 13 mois des élections contestées, des élections aggravant la crise. Le pays ne peut pas le supporter. Et c'est pour ça que moi je crois, en connaissant ces éléments d'analyse, je vois mal ce pouvoir-là nous conduire à ce coup de force électoral le 20 décembre. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, c'est Kanidek. Oui, allez-y. Bonjour, M. Kanidek. Merci. Bon, mais moi j'aimerais répondre sur la dernière question de Kwame. Bon, la CEDEAO a donné une feuille de route. Moi, en tant que fidèle à ce mandat, apparemment, je vois que la CEDEAO ne se montre pas garant à
CEDEAO était fragilisée par le fait qu'elle a réussi cette CEDEAO à l'heure des autorités pour sa mise en application. Et aujourd'hui, si vous voyez la gestion de la CEDEAO, elle ne va pas tâton. Finalement, j'ai compris que cette CEDEAO a été bien utilisée par le président français, Emmanuel Macron, et aujourd'hui, il y a une CEDEAO des pays francophones et puis une CEDEAO des pays anglophones. Cela vient être utilisé par la rencontre que vous avez eue en Conakry. Et il y a une décision qui est sortie qui n'a même pas été signée par notre chef d'État qui est de l'espace francophone. Donc, si vous ne voyez pas la chose de cette façon-là, on ne peut pas s'en sortir. C'est là où moi, je regarde. Merci Kaindeg. Vous savez, nous, en tant que responsables politiques, acteurs en première ligne de la situation, on ne peut pas commencer par se mettre à critiquer aussi vertement la CEDEAO. Les citoyens ont le droit de réagir. Mais nous, morts dans l'âme, on a le devoir d'avoir une certaine retenue, une certaine sagesse. Ce n'est pas que dans le cheminement, il n'y a pas des choses que nous considérons comme des trous dans la démarche ou dans le chemin. Mais nous sommes obligés, puisque nous avons le contact de ces gens-là, nous sommes obligés de travailler avec eux. Nous sommes obligés de continuer par faire du lobbying. Voilà ce que nous sommes obligés de faire. Nous avons mis le temps pour comprendre que, en fait, la CEDEAO met du temps, il tarde, et puis après, il vient donner une solution quand même qui va dans le sens. Vous l'avez vu, il l'a fait le 8 août. Il l'a fait le 23 septembre. Quand nous parlons de la CENI des 8-8, quand nous parlions de la question de la CENI inclusive, il ne s'agit pas des 4. Les gens étaient inquiets. L'eau ou bien le lait a bouilli sur le feu jusqu'à vouloir se verser dans le feu avant que finalement ils viennent réagir. Et quand ils sont venus, ils ont réagi dans le bon sens. La dernière fois, quand ils sont encore allés à Conakry, ils ont dit, mais le 8e, naturellement, doit revenir, c'est la CEDEAO, la C14, qui doit le désigner. Bon, vous voyez, il y a des avancées. Et puis, il y a le dernier texte qui est venu. Il y a des avancées, mais ils mettent une longue période où on a l'impression que les avancées traînent. On a même l'impression que tout a échoué avant qu'ils ne réagissent. Mais est-ce que c'est le mode de fonctionnement des organisations internationales? Peut-être. Mais ce n'est pas le fait de se mettre sur une radio en tant que responsable et de commencer à tirer sur eux. Ce n'est pas ça qui va arranger la situation. Mais vous parlez de bon sens, mais la CEDEAO tient toujours à sa date du 20 décembre, puisque dans toutes ses correspondances, elle maintient cette date. Mais est-ce que la CEDEAO vous a jamais dit qu'elle ne tient pas à ses tâches? Non, mais en fait, puisque vous critiquez un certain nombre de démarches qui sont en cours dans le pays... Oui, mais c'est ce que j'ai dit. À partir du moment où la CEDEAO tient à ce que toutes les tâches soient réalisées, et même dit la date du 20, si... à l'approche de la date du 20, les tâches ne sont pas réalisées conformément à la feuille de route de la CEDEAO. C'est là où la CEDEAO va réagir. Je ne vous comprends pas. La personne a dit, telle chose doit être faite à telle date, telle chose doit être faite à telle date. Tout doit être fini pour que les choses se tiennent à telle date. Mais vous ne pouvez pas sortir de la feuille de route les tâches et ne maintenir que les dates. Dans la feuille de route, les tâches ont le même degré et même un degré plus élevé que les tâches qui sont dedans. Mais vous comprendre, c'est que la CEDEAO finira par réagir à quelques jours du 20 décembre. Elle ne peut pas ne pas réagir. Bien, merci. Nous avons un auditeur quelque part. Son nom, c'est Fabiola. En fait, il dit qu'il s'appelle Fabiola Fabre. Est-ce que vous pensez que le gouvernement et les autres citoyens du Togo vont attendre la reprise du recensement électoral, le choix d'un président étranger à la CENI, le redécoupage électoral et refaire la composition des CELI et CLC avant d'organiser un jour des législatives au Togo? Moi, dans le débat où nous sommes et dans la situation où nous sommes, je ne suis pas dans, entre guillemets, est-ce que vous croyez que? Pierrot, si je suis dans est-ce que vous croyez que, soit je serai dans une église, ou bien dans un à la Fiakpa, peut-être quelque part, à Vaughan, ou etc. Je ne suis pas dans le est-ce que vous croyez que, je ne suis pas dans l'église. Je suis dans ce que je dois faire pour que les choses aillent dans ce sens. Toutes les chancelleries, la CEDEAO, tout le monde vous dit que c'est le peuple en fait qui sont en train d'accompagner. Si le peuple ne réagit pas, vous savez, la dernière marche gigantesque que nos amis ont fait le 17 novembre, non? Oui, le 17 novembre dernier,
Vous savez qu'il y a... Moi, j'étais en Europe, c'est le même jour là, le soir là, que moi j'étais revenu. Donc, je n'ai pas vu ce qui est passé, il faut être honnête. Vous savez qu'il y a des gens du pouvoir qui sont passés dans les chancelleries pour dire que la marche n'a pas réussi, qu'il n'y a pas eu de monde. Alors que moi, j'ai vu un certain nombre d'images sur les médias, j'ai vu des commentaires, même de la presse internationale, mais il paraît que ça a démarré véritablement. Donc, la mission des Togolais, c'est que dans les prochaines manifestations, dans les prochaines marches, vous démontrez au pouvoir et aux yeux de la communauté internationale que vous êtes nombreux, que c'est le peuple togolais dans son ensemble qui veut les réformes, que c'est le peuple togolais dans son ensemble qui ne veut plus de coups de force électorale. Je dis que la prochaine manifestation, à partir du moment où quelqu'un arrive à marcher, même si c'est une canne qui lui permet de marcher, si vous voulez vraiment réussir, cette personne doit sortir avec sa canne-là et se mettre dans cette marche. Ce n'est que comme ça que la CEDEAO peut avancer. Jacques, ici, sur les prochaines manifestations, par exemple, est-ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on n'est pas suffisamment informé de la détermination de Togolais à avoir les réformes? Est-ce que les chancelleries internationales ne savent pas déjà que de nombreux Togolais sont déterminés à ce que les réformes soient réalisées au Togo? Mais ils le savent. Mais dans la situation où nous sommes, quand vous avez un pouvoir aussi têtu et aussi réfractaire aux réformes, 1000 fois vous devez mettre, comment on dit, le métier sur l'ouvrage, ou bien c'est pas comme ça on dit, naturellement. Bien, une question de Atou Matanvi, il nous suit sur notre page Facebook. Pourquoi la C14 ne cherche pas à rencontrer le président de la CEDEAO qui est Bouhari? Oui, ce n'est pas que la CEDEAO ne cherche pas à rencontrer le président de la CEDEAO qui est Bouhari. Vous savez, nous sommes dans une situation difficile où le président Bouhari non seulement fait face à une situation chez lui, mais à des élections. Le président Bouhari est en campagne électorale. Voilà aussi l'un des éléments est que dans cette campagne électorale-là, qu'il trouve le temps pour vous recevoir, c'est pas évident. Hein? L'agenda des chefs d'État n'est pas comme ça où on peut tout le temps les voir. Je ne sais pas. Il y a cette illusion-là qu'il faut essayer de s'enlever. L'agenda des chefs d'État n'est pas aussi évident que vous puissiez les voir à tout moment. Ce n'est pas parce que nous n'essayons pas. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Mais au-delà de toutes choses, ce n'est pas le bon raisonnement que nous allons tenir au président Bouhari en le rencontrant. Ce n'est pas ça qui fait modifier les choses. Qu'est-ce que le terrain dit? Qu'est-ce que le terrain recommande? Qu'est-ce que le terrain montre? C'est que ça qui fait évoluer et la communauté africaine et la communauté internationale. Donc la balle est dans le camp de nous, les Togolais. Notre seule mobilisation peut faire évoluer les choses. Surtout que ces gens sont en train de violer des lois, de violer des dispositions du dialogue et que nous sommes dans le bon droit. Mais alors, on doit avoir bon vent en fait. Parce que c'est nous qui sommes dans le droit et c'est eux qui sont dans le non-droit. C'est eux qui sont dans les violations aujourd'hui. Dans 5 minutes, cette émission va s'achever. Il y a un auditeur qui intervient également au niveau de la diaspora. Sa question porte sur justement la diaspora. Que dit les derniers tests à propos du vote de la diaspora? Puisque cette réclamation faisait partie des toutes premières réclamations des manifestations au Togo. Et que dit le test? Oui, merci. Les textes disent que dans la mesure du possible, nous devons faire en sorte que les acteurs doivent faire en sorte que la diaspora puisse voter dans les prochaines élections nationales à venir. Donc peut-être ça exclut les locales. Les élections nationales, c'est l'élection présidentielle et les élections législatives. Voilà ce qu'on appelle des élections nationales. Ça veut dire que si on veut coller les décisions de la CEDEAO aux textes que nous avons au Togo et qui sont en vigueur chez nous, dans les pays où il y a de grandes concentrations de diaspora, il faut avoir des démembrements de la CENI dans ces pays. Parce qu'il n'y a que dans les CELI que les Togolais peuvent voter. Donc si dans une diaspora, on doit organiser des élections, on doit organiser au sein d'un bâtiment du Togo, là-bas, une CENI qui doit pouvoir prendre en compte l'enregistrement et l'enrôlement des Togolais, qui doit pouvoir leur mettre en place des bureaux de vote, qui doit pouvoir recueillir des candidatures. Donc cela veut dire normalement aussi que pour les élections législatives, le découpage doit être revu pour que les Togolais de la diaspora puissent avoir aussi des sièges de députés. Parce que on ne peut pas aller dire à quelqu'un qui veut voter en France que quand il vote, son vote doit être compté pour le candidat de Agou et ne doit pas compter pour le candidat d'Apaon et que ça doit compter sur le candidat de la Bina pour ne pas compter pour le candidat de Doufelgou. Donc, il y a la nécessité de clarifier ce côté-là et de voir est-ce qu'on doit faire le découpage en sorte
qu'on puisse attribuer des sièges au regroupement de la diaspora. Est-ce qu'il doit y avoir un siège ou deux pour l'Europe, un siège ou deux pour l'Amérique, un siège ou deux pour la diaspora africaine? C'est des trucs sur lesquels nous devons réfléchir. Il y a une question d'un auditeur. Pourquoi est-ce que vos 8 membres ne prêtent-ils pas serment? Parce que nous avons besoin que toutes les décisions de la CEDEAO soient mises en œuvre et que nous sachions les solutions qui sont faites. Que quand ils vont aller là-bas, que vont-ils faire du coup de force électoral qui a été préparé jusqu'à ce jour? Il faut que ça soit clarifié. Quand ils vont aller là-bas, va être le bureau? Puisque parmi ceux qui ont démissionné, il y a même des membres de l'ancien bureau qui sont là. Donc, il y a un bureau à recomposer. Quand ils prêtent serment, normal, quand on demande qu'une CENI inclusive, dès que la CENI inclusive est installée, prochaine étape, c'est un président d'âge. Prochaine étape, c'est la mise en place des bureaux. Prochaine étape, c'est la mise en place des CELI. Prochaine étape, c'est la mise en place des CLC. Prochaine étape, c'est la formation des membres des CELI et des CLC avant que quoi que ce soit ne commence. Donc, au moment où ils vont rentrer dans la CENI, il faut que tout ça soit clarifié par la CEDEAO ou bien par les acteurs qui sont là au moment où ils vont rentrer. Faisons un peu de fiction et de propositions. Nous sommes bientôt le 20 décembre. C'est la date des prochaines élections législatives au Togo, avec toutes les tâches que vous venez de décrire qui doivent être exécutées avant la tenue des élections. Vous les situez où, les prochaines élections législatives? Merci. Je ne vais pas tomber dans ce piège. Autant la date qui vient là ne peut pas être tenue, autant moi je ne vais pas fixer une date qui va être tenue. Je ne ferai pas de fétichisme de date, je ne rentrerai pas dedans. Ce qui est essentiel, c'est les tâches à réaliser. Le chronogramme a défini les tâches à réaliser et le chronogramme a même défini les institutions et organes responsables de la réalisation de ces tâches-là. Ce qui est notre tâche au sein de la C14, on va le faire. Ce qui est notre tâche en tant que député, je suis membre de l'Assemblée, on va le faire. Ce qui est la tâche du gouvernement, il faut qu'elle le fasse. Ce qui est la tâche de suivi de la CEDEAO, il faut qu'elle le fasse. En réalité, la seule chose que nous devons voir, ce ne sont pas les dates, mais c'est les tâches. La date où toutes les tâches qu'il faut pour organiser de vraies élections seront réalisées, à cette date-là, on pourra tenir des élections. Ce 25 novembre, nous parlions de 25 décembre il n'y a pas très longtemps. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Je ne sais pas si vous arrive d'être violent vis-à-vis des femmes. Difficile. Difficile. Bon, la violence faite aux femmes, c'est quoi? Quand vous tapez votre petite fille ou votre petite soeur, c'est violence faite aux femmes? Non, si on la considère comme une femme, votre soeur peut être... Non, mais on peut corriger les soeurs et les enfants à la maison. Non? Oui, mais ça dépend aussi. Non, si vous prenez un gros bâton... Non, mais soyons courts. Je crois que je l'ai toujours dit, je l'ai dit depuis longtemps. Moi, j'ai un grand respect pour les femmes. J'en suis un défenseur à cause de ma mère. Franchement, ce que cette dame a été pour moi, ce qu'elle a fait pour nous, réellement, je crois que c'est par respect à elle que je demande que le respect soit tenu pour chacune des femmes au monde. Et je le défends avec mon cœur et avec mon âme. Je crois que j'ai pour ma mère la même considération que j'entends par exemple sur le chanteur King Messan pour sa mère. Parce que vraiment, elle est tout pour moi. Elle est, je ne sais pas, après Dieu et Jésus et tout ce que je crois, c'est elle qui vient en fait. Merci beaucoup d'être venu, Jean Kissi, secrétaire général du Comité d'action pour le renouveau, député à l'Assemblée nationale. Cette émission, elle s'achève ainsi. Merci à Venceslas Boga Koudoyo pour la mise en œuvre technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.